Alors, empreinte environnementale du numérique en France, qu'est-ce que ça représente? Comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet autour de l'éco-conception? On voit beaucoup de choses émerger sur les cycles de vie, comment allonger la durée de vie des matériels. L'industrie tech est-elle prête vraiment à réduire drastiquement son empreinte carbone et aussi son impact sur les ressources naturelles? On en parle avec Tristan Richard, directeur des opérations chez APL Data Center, donc société spécialisée dans le conseil, l'ingénierie, la réalisation et l'exploitation de data centers. Tout à fait. Bonjour à nouveau et bienvenue. Vous vous engagez à développer des data centers en symbiose avec l'environnement. Donc vous allez nous expliquer comment vous faites. Évidemment, les data centers sont regardez de très près sur cette question d'impact environnemental. Vous pourrez nous expliquer votre démarche. Je précise que vous faites aussi partie du consortium d'acteurs qui a participé à l'élaboration de NegaOctet, qui est un outil qui permet justement de calculer l'impact carbone d'un bien ou d'un service du numérique. Et derrière ce NegaOctet, on retrouve l'ADEME, l'ARCEP, mais aussi Green IT, qui est notre deuxième invité par Skype. Frédéric Bordage, bonjour. Vous êtes, vous, un pionnier, il y a un expert de ces questions, une référence sur ces différentes facettes du numérique responsable. Le fondateur, je le disais, de l'éminent collectif Green IT, premier réseau aujourd'hui d'expertise en Europe sur la sobriété numérique. Vous accompagnez les entreprises, les pouvoirs publics sur leur stratégie pour un numérique responsable et plus sobre. Vous avez créé donc la méthode officielle avec l'ADEME pour évaluer et réduire les émissions de gaz à effet de serre du numérique. Vous avez aussi à votre actif plein d'autres outils qui sont utilisés par l'industrie. Donc ça bouge quand même dans cette industrie sur cette question environnementale. Je précise qu'il est resté avec nous en plateau William Eldin, directeur général et cofondateur de 22. Vous, votre spécialité, c'est la computer vision, mais vous pouvez évidemment participer à ce débat. Vous faites partie de ces acteurs de la tech qu'on attend sur ces questions. D'abord, est-ce qu'il vous semble que cette industrie, globalement, les acteurs sont prêts aujourd'hui à réduire drastiquement leur empreinte environnementale, Tristan? Ce qu'on vient d'entendre à l'instant est une belle illustration finalement de l'augmentation et de l'explosion finalement des besoins des utilisateurs finaux et du besoin finalement de calcul et d'évaluation finalement de la mesure de la donnée, du calcul de la donnée. Et donc depuis 2015, c'est 400% de flux Internet en plus entre 2015 et 2021, c'est plus 60% d'utilisateurs. Et donc on se rend compte qu'il y a une forte augmentation du besoin des utilisateurs, de la demande, et la vidéosurveillance en est une belle illustration. Ouais. A contrario, on se rend compte que la consommation énergétique des data centers, finalement, a augmenté entre 10 et 30, 40%. Donc, il y a eu déjà, au niveau des centres informatiques... la consommation de quoi, consommation électrique. La consommation électrique a finalement augmenté moins vite que les besoins des utilisateurs et les usages de l'informatique. Et donc, parce que le domaine des data centers est engagé depuis plus de 15 ans, finalement, dans cette réduction de l'impact environnemental des data centers. Et parce qu'aussi, c'est une motivation économique. Alors, ça a commencé il y a une quinzaine d'années, justement, pour réduire ces consommations et éviter de trop payer d'électricité, c'est sûr. Mais on se rend compte que finalement, ce n'était que la première étape, finalement, sur d'autres activités qui permettent de réduire cet impact environnemental. On le verra après. Donc, il y a l'impact carbone dont on parle beaucoup actuellement, mais c'est aussi la consommation d'eau. Ouais. C'est l'impact visuel, sonore des data centers dans leur environnement immédiat. Et on retrouve cet effet de symbiose avec l'environnement. Finalement, on est là pour construire aussi des data centers qui s'intègrent dans l'environnement immédiat. Comment est-ce qu'on peut être en symbiose? Un data center, ça ne ressemble pas du tout à une forêt. Et un exemple très flagrant, il y a plus de 10 ans maintenant, une grande banque française a créé 2 gros data centers au milieu des champs. Et finalement, vous approchez de ces data centers, vous ne les voyez pas. Parce que l'aspect architectural de ces data centers est complètement fondu, finalement, dans son environnement immédiat. Donc ça, c'est un exemple flagrant d'être en symbiose avec son environnement. Donc architectural, en tout cas une symbiose architecturale, mais aussi environnementale. Environnementale, puisque maintenant on récupère la consommation, la chaleur finalement générée par les serveurs, on la récupère pour aller réchauffer des immeubles de bureaux, des commerces, des logements qui sont à proximité finalement des data centers. Alors, c'est ça, cette symbiose. Je vais interroger Frédéric sur
plus précisément ce qu'on appelle la pollution numérique? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses, hein. On parle de l'empreinte carbone, on parle de l'utilisation de l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle la pollution numérique? Sur quoi est-ce qu'on doit agir, Frédéric? Aujourd'hui, le numérique, on estime, hein, ce sont les chercheurs indépendants de la Commission européenne, estiment que le numérique contribue à 16 crises environnementales et sanitaires majeures. Donc, je ne vais pas toutes les décrire maintenant, C'est beaucoup quand mais même. Ouais. si on décrit les principales, notamment celles qui ont été mises en avant dans l'étude publiée par l'ADEME et l'ARCEP récemment, on se rend compte que les principales crises auxquelles le numérique contribuent sont l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Donc, ce sont les métaux, les minéraux notamment. Ça, c'est 52% de l'empreinte du numérique en France. 28% de l'empreinte du numérique en France, ce sont les radiations ionisantes. Donc là, on est sur un impact sanitaire. Et puis, il reste 11% pour les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est finalement peu par rapport aux deux autres crises environnementales et sanitaires majeures. Et puis, les autres qui vont contribuer à 9% au total de l'empreinte du numérique. Donc, c'est ça, en fait. Là. Ce qu'on appelle la pollution numérique, c'est ça. Ouais, ça veut dire finalement peut-être que la réduction de l'empreinte carbone, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire? En fait, c'est pas l'indicateur le plus significatif. Tout le monde est focalisé sur l'empreinte carbone du numérique, alors que l'enjeu, il est d'abord sur ne pas contribuer à épuiser trop vite les ressources à partir desquelles on fabrique la technologie en général, dont le numérique. Donc l'enjeu numéro 1, c'est évidemment réduire des impacts, mais l'enjeu numéro 2, c'est économiser ces ressources dont les stocks, ce qu'on appelle les réserves rentables, sont en train de s'épuiser à très grande vitesse. On sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas des siècles qu'on a devant nous pour la technologie, mais des décennies, littéralement. Et donc l'enjeu, c'est de faire des choix. D'ailleurs, c'est l'objet de la loi Rennes qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, faire des choix et décider ce qu'on souhaite faire avec le numérique. Est-ce qu'on souhaite optimiser des processus, augmenter des flux de marchandises dans le monde, etc., augmenter la taille des télévisions, ou est-ce qu'on souhaite réserver les dernières ressources de numérique pour modéliser le climat, je ne sais pas moi, se soigner, passer des IRM. Il y a un choix de société qu'on doit faire aujourd'hui, au-delà de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est de préserver la ressource. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, ce faux sentiment qu'on est dans une industrie où on est dans une croissance infinie, en fait, hein, puisque on est dans cette idée que le numérique, c'est du virtuel, et donc on peut créer autant de numérique qu'on le souhaite. Et là, ce que nous dit Frédéric Bordage, c'est que ça dépend de ressources tout à fait finies, limitées. Tout à fait. L'informatique, c'est avant tout du physique. Ouais. Donc, un bâtiment data center, de l'électricité, de la climatisation, mais aussi des terminaux, votre smartphone, votre tablette, l'écran plat de la télévision, l'ordinateur. Et quand vous faites le cumul finalement de l'ensemble des équipements que vous avez chez vous au sein d'un foyer français, vous pouvez les compter par dizaines finalement au sein d'un seul et même foyer. Et on se rend compte que finalement l'impact environnemental premier, c'est pas la consommation énergétique, c'est vraiment toute la partie fabrication de l'ensemble de ces équipements-là. Donc il y a aussi un cercle vertueux finalement, comme le disait Frédéric, à réduire ou essayer d'optimiser finalement l'ensemble des équipements qu'on peut avoir à notre disposition pour répondre à nos besoins qui sont tout à fait justifiés d'utilisation de l'informatique actuelle et future. Voilà. Ah oui, la question de l'usage vraiment essentielle. Frédéric, vous avez évoqué la loi Rennes. On a aussi un rapport de l'ADEME avec l'ARCEP qui est sorti récemment, avec différents scénarios étudiés. Pas mal, je trouve, de communication aujourd'hui sortent autour d'initiatives d'éco-conception, de responsabilité des data centers, etc. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui qu'on est vraiment dans une prise de conscience suffisante, ou est-ce qu'on ne va pas encore assez vite ? Alors, on va clairement pas assez vite, hein. Je suis désolé, j'aimerais dire l'inverse, hein. Mais il suffit de regarder l'étude ADEME-ARCEP qui vient d'être publiée il y a une dizaine de jours, hein, et qui se projette à l'horizon 2030-2050 à peu près, et qui démontre que dans un scénario réparateur, celui où on utilise de l'intelligence artificielle, de l'IoT, et on multiplie les data centers, et les terminaux d'ailleurs, hein. Si on se projette dans ce pari réparateur, c'est le titre du scénario, on multiplie par 4 les impacts environnementaux du numérique en France à l'horizon de quelques décennies. C'est évidemment
absolument insoutenable puisque le GIEC nous dit que nous devons réduire notre empreinte environnementale, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons les avoir divisées par 2 à l'horizon de 2030. Donc on voit qu'il y a vraiment 2 mondes qui coexistent et qui ne se rencontrent pas sur l'atteinte des objectifs. Il y a les scientifiques d'un côté et puis il y a le monde du business en fait de l'autre. Donc en fait, il va falloir concilier ces 2 mondes si on veut atteindre les objectifs de soutenabilité tels qu'ils sont définis par les scientifiques. Alors c'est aussi le risque, hein, c'est qu'on ait deux mondes avec une scission telle finalement qu'ils ne se parlent plus et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, non? Alors, j'ajouterai, je compléterai par une petite note positive. Oui. Il y a encore 5 ans, dans les data centers, le seul critère, c'était la continuité de service. Être sûr que son infrastructure fonctionnait 24 heures sur 24, 365 jours par an. Depuis maintenant plus de 2 ans, le critère environnemental devient pratiquement aussi prépondérant que le niveau de continuité de service. Donc il y a une évolution des mentalités. Il y a une évolution. Mais ce que dit Frédéric, ça va pas assez vite, c'est pas assez radical. Ça va jamais assez vite, mais il y a quand même une accélération depuis 3-4 ans et ces critères liés à l'environnement, à l'évaluation de cet impact environnemental, deviennent de plus en plus prégnants dans la conception et l'exploitation des data centers et finalement leur fin de vie aussi également. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que avec l'ADEME, l'ARCEP, il y a la mise en place, donc il y a des bases de données d'évaluation de l'impact environnemental, mais il y a aussi des méthodes qui ont été mises en place pour justement évaluer de manière normative, finalement, l'impact environnemental d'un service numérique, d'un data center, d'un service cloud, et ainsi de suite. Et donc, autour des bases de données qui sont de plus en plus fiables, dont la base Negaoctet, Green IT, APL Data Center ont participé à l'élaboration de cette méthode qui permet de mesurer l'impact environnemental des services numériques suivant une méthode. Parce que déjà, avoir l'information, c'est un point important. Parce qu'on ne pouvait pas bien mesurer jusqu'ici, donc on ne pouvait pas forcément agir là où il fallait. Alors moi, il y a quand même ce sujet de la fracture qui risque aujourd'hui de se créer, avec d'un côté ceux qui nous disent, là, il faut tout arrêter. C'est l'ultra low-tech, je dirais. Et de l'autre, les techno-solutionnistes qui nous disent, non, mais de toute façon, tout ça, ça va passer parce qu'on va trouver des solutions pour résoudre tous ces problèmes. Frédéric Bordage, vous situez pratiquement, je dirais, au milieu, puisque vous accompagnez cette industrie du numérique vers cette sobriété. Quel est ce milieu, ce juste milieu à trouver pour que les deux continuent quand même à travailler ensemble? Vous avez cité la démarche d'éco-conception. Clairement, aujourd'hui, la Commission européenne pousse tous les États membres, dont la France, à éco-concevoir l'ensemble des produits et des services numériques. On a aujourd'hui les méthodes et les outils qui permettent de le faire. Nous, on est allé un cran plus loin que les standards existants en définissant une démarche qui s'appelle la slow tech, qui est finalement la contraction de la low tech et de la high tech, où l'enjeu, c'est de garder des capteurs, garder des data centers quand c'est absolument indispensable, mais par contre, c'est d'enlever des processus 100% numériques aujourd'hui un peu techno-solutionnistes, c'est d'enlever tous les bouts de numérique qu'on peut enlever. Et on a des exemples comme ça, comme une startup, Weatherforce, qui va calculer des prévisions pluviométriques très fines, très fiables pour des agriculteurs avec un super calculateur blindé d'IA basé à Toulouse, mais qui va transmettre ces prévisions pluviométriques avec de simples SMS en 2G sur des featured phones qui ont 15 ans. Et donc l'enjeu, en fait, et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a des démarches, des solutions qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable dans le domaine du numérique. L'enjeu, c'est effectivement, comme vous le soulignez, de décliver notre pensée et d'assembler low-tech et high-tech dans un même processus hybride, mais qui est encore un peu difficile ou surprenant pour un monde qui est encore soit d'un côté, comme vous le soulignez, très décroissant ou très techno-solutionniste. Et donc, il faut vraiment essayer de rassembler, c'est ce qu'on fait avec cette démarche de slow tech, mais aussi avec les méthodes telles qu'elles ont été présentées par Tristan, c'est-à-dire toutes les méthodes qui sont mises au point aujourd'hui avec des experts, notamment le consortium Negaoctet, dans le cadre en fait des démarches qu'on appelle des PCR pour évaluer finement les impacts environnementaux pour pouvoir les réduire.
et avoir des outils. Bon, c'est là où on ne fait pas de technosolutionnisme, mais on a quand même besoin un peu de tech pour mesurer, pour avoir le bon diagnostic. La slow tech, ça vous parle, William Eldin? Ça me parlait à la fois pas du tout. C'est-à-dire que... c'est un concept nouveau, c'est normal. Bah ouais, peut-être. Il faut le temps d'acquisition. Ouais. Mais dans l'intelligence artificielle, il y a deux grosses phases. Il y a la phase d'apprentissage qui, elle, consomme énormément. Et après, il y a la phase d'inférence où on met ça dans la vie de tous les jours. Où là, les financements ou les projets nous cadrent tous à dépenser le moins possible d'énergie. Donc, on bosse sur les phases d'optimisation. Mais un peu comme le sujet de l'éthique dans l'intelligence artificielle, moi, je suis un peu perdu avec cette économie énergétique au total. Parce que, comme le dit Frédéric, il y a plein de sujets qui sont peu mesurés, on est peu éduqué dessus et on est même peu suivi au quotidien sur ces indicateurs qui nous permettraient de tendre vers une évolution. Donc, en fait, ce que je dis souvent, c'est que on veut tous, philosophiquement, mais on a du mal à s'y retrouver dans le temps qui nous est imparti. Donc, peut-être que ce sujet va mûrir de plus en plus et va nous être accessible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas très techno et on passe pas du temps à aller chercher où est-ce qu'on peut faire des économies et sur quoi, on se plante en fait. Mais je pense que c'est aussi aux gens qui font des programmes, aux utilisateurs, de descendre dans les couches basses, finalement, physiques de l'infrastructure du numérique et d'aller challenger les constructeurs informatiques d'un côté, les fournisseurs d'accès Internet de l'autre, les hébergeurs de data centers de l'autre côté, pour leur dire... on souhaite avoir des infrastructures qui soient à plus faible impact environnemental. Et c'est comme ça aussi que ça va faire évoluer notre domaine et nous faire réfléchir, tel qu'on l'a déjà fait chez APL Data Center, pour éco-concevoir des data centers, intégrer des nouvelles technologies, comme par exemple les serveurs à immersion, comment on peut intégrer de l'hydrogène maintenant, soit pour alimenter les groupes électrogènes, soit pour avoir des systèmes de stockage d'énergie. Mais c'est ce passage à l'action qui est compliqué aussi. Mais c'est ce passage à l'action nous est demandé maintenant par nos donneurs d'ordre, parce qu'ils n'ont plus le choix que de proposer des infrastructures à plus faible impact environnemental. Et alors le futur data center, il sera comment? Parce que là, on se dit, mais là aussi c'est galopant, il faut toujours plus de serveurs pour traiter toujours plus de données. Comment on va s'en sortir? Vous voyez comment vous l'avenir précis. Il y a 10 ans, pour 1 kilowatt d'informatique, il fallait 1 kilowatt de froid pour refroidir. Actuellement, pour 1 kW d'informatique, il faut entre 0,2 et 0,3 kW de froid pour refroidir l'informatique. Et donc, le data center du futur, c'est un data center où déjà les températures de fonctionnement seront à peu près équivalentes aux températures ambiantes extérieures, ce qui est déjà presque le cas. Ouais. On climatise des data centers à 25, 26, 28 degrés maintenant. Donc, on a de moins en moins besoin de la climatisation. C'est des matériaux aussi éco-responsable, le béton bas carbone, pourquoi pas dans un avenir plus ou moins proche des data centers en bois. Et c'est aussi toute la... Quand vous me dites ça, moi je pense aux incendies tout de suite. Oui, mais le bois aussi est résistant à l'incendie dès l'instant où il a une certaine propriété. Et c'est aussi toute la filière de recyclage des infrastructures data centers qui vont être démontées. Et pourquoi pas faire du rétrofit, donc restructurer des anciens bâtiments en data center, pour éviter une artificialisation des sols, par exemple. On réutilise les dalles béton au lieu de construire sur des champs. Excellente idée. Ouais. Frédéric, je crois que vous vouliez, en particulier, vous l'avez évoqué, parler de la question des écrans aussi. On est dans un monde où on est de plus en plus confronté à ces écrans en permanence, et c'est une source de pollution énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça ? En fait, c'est très simple, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, quand l'ADEME a publié son étude, ADEME-Arcep, sur l'empreinte du numérique en France, on se rend compte que si on prend un équipement individuellement, celui qui a le plus d'impact à l'échelle de nos vies numériques, c'est l'écran de la télévision qui trône au milieu du salon. Et le point important, c'est qu'on augmente de façon continue la diagonale de ces écrans et surtout, on est en train de changer de technologie en passant d'une technologie LCD à une technologie LED. Et dans un écran LED, c'est-à-dire de nouvelle génération, on a jusqu'à 4 fois plus d'impact environnementaux.
Donc l'enjeu, c'est pas de se priver des écrans parce qu'on en a besoin dans notre vie numérique, au travail, et c'est normal de souhaiter s'informer, se divertir en regardant la télévision. Mais l'enjeu, c'est de modérer en fait l'augmentation, voire de stopper l'augmentation de la taille des écrans et d'essayer d'allonger au maximum leur durée de vie. Et donc je pense que c'est un message important à passer. Celui-là, il est très simple. Il faut être raisonnable sur la taille des écrans et il faut tenter d'allonger la durée de vie, soit en conservant longtemps son écran, soit aussi en lui redonnant une seconde vie, par exemple en massifiant le réemploi des écrans. Ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui. On a du mal à trouver des écrans reconditionnés, par exemple, des écrans de télévision, par exemple. C'est simple, mais pas si simple en fait. Tout ça, ça dépend quand même de choix, de prise de décision forte de chaque acteur de la chaîne et nous y compris. Merci beaucoup pour vos éclairages, Frédéric Bordage du collectif Green IT, Tristan Richard de APL Data Center. Merci aussi à William Eldin d'être resté avec nous de 22. On continue Smart Tech, on va faire une petite pause. Pour changer de sujet, on va regarder ce qui se passe du côté des crypto-actifs en ce moment.